Alors après l'investissement collectif, on va aborder la question des particuliers investisseurs, donc des propriétaires bailleurs, avec une nouvelle table ronde centrée sur le marché de la location et les turbulences qu'il traverse. On en a déjà parlé en introduction. Bonjour, installez-vous. Alors, on devait être avec Monsieur Génito qui est coincé dans les embouteillages, me dit-on. Il devrait pouvoir nous rejoindre en cours de route. Christophe Demerson, vous êtes président de l'UNPI. Suzanne Broly, vous êtes élue à la ville et à la métropole de Strasbourg et surtout, vous êtes ici en tant que présidente d'Agir contre le logement vacant, une association de collectivités qui lutte donc contre la vacance. Je vais faire la même chose qu'en table ronde introductive et je vais vous demander ce que vous pensez des annonces d'hier de la Première ministre en restitution du CNR logement. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Madame Broly. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous donner la parole. Alors, je vais essayer de ne pas oublier que je suis ici en tant que présidente de l'association Agir contre le logement vacant, mais je vous avoue que ça peut être un peu délicat parfois et un peu schizophrénique puisque j'ai l'habitude de parler en tant qu'adjointe à la ville de Strasbourg ou au VP Habitat pour l'Eurométropole. Mais c'est important qu'on entende la voix aussi de toutes ces collectivités qui sont engagées pour lutter contre le logement vacant et la diversité de ces collectivités. Donc, hier, je suis allée écouter Madame Borne pour savoir ce qu'il en était en fait de tout ce travail qui a été réalisé, toute cette concertation. Et c'est vrai qu'après le rapport Rebsamen, j'avais déjà des attentes qui n'avaient pas été satisfaites. Après le CNR, c'est pareil, je suis profondément déçue et surtout inquiète car aujourd'hui, quel que soit, tant avec ma casquette d'élu local qu'avec celle de représentante d'une association au niveau national, comment allons-nous faire pour résoudre les besoins en logement sur les territoires et surtout la question des logements qualitatifs et abordables. Et aujourd'hui, alors on parle d'un type de logement, en tout cas c'est la construction neuve, mais aujourd'hui on a besoin d'agir pour avoir du logement abordable dans tous les territoires et lutter contre la précarité des logements. Et je pense que la rénovation thermique est essentielle. En tout cas, je ne remets pas en question la nécessité d'agir puisque derrière, on permettra aussi à des foyers d'être bien logés. Et je sais que c'est l'objet du débat sur cette table ronde. Mais ce qui est certain, c'est que pour aider les bailleurs sociaux, on a besoin d'outils fiscaux, on a besoin de revoir la TVA, on a besoin d'augmenter le parc de logements sociaux. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement des logements intermédiaires qu'il faut, ce n'est pas uniquement du BRS. On a vraiment d'avoir besoin d'une offre en logement abordable, mais également de travailler sur les logements, le parc privé, pour réussir justement à convertir une partie du parc privé pour répondre à ces besoins en logement abordable. Je n'ai pas vu, en fait, dans les propositions qui ont été faites, de leviers fiscaux, de leviers financiers qui permettent à la fois aux collectivités de développer une offre en logement abordable, mais quand on ne soutient pas les maires bâtisseurs, parce que soutenir le logement, c'est aussi soutenir l'accompagnement au logement et les logements abordables, ça peut être aussi soutenir les familles qui ont des besoins d'accompagnement sur le plan social, mais aussi avec potentiellement des enfants qui vont aller dans des écoles. Donc c'est l'ouverture de nouvelles classes, c'est des équipements pour accueillir en pays scolaire et c'est aussi un accompagnement social ou sur la mobilité qui n'est pas proposé aujourd'hui, sauf que ce besoin en logement, il est important sur l'ensemble du territoire. Les demandeurs de logements sociaux ne cessent d'augmenter. Quand il y a 3 ans, on avait 22 000 demandeurs à Strasbourg, aujourd'hui on est à 27 000. Et ça explose dans tous les territoires. Et les territoires qui ne sont pas denses, on en parle peu, mais ils ont aussi besoin d'un accompagnement et surtout leur patrimoine doit être rénové parce que derrière c'est aussi des risques pour la population, puisqu'un patrimoine qui est fragile, on a vu, ça peut être des immeubles qui s'écoulent, donc il y a des risques qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne vois pas non plus de levier pour accompagner ces collectivités. Donc je suis inquiète. Je suis inquiète parce qu'on attendait en tout cas des leviers forts pour agir. On en a besoin tout de suite.
Le dérèglement climatique, c'est pas dans 30 ans, c'est tout de suite qu'il faut agir. Les gens à la rue, ils ne cessent d'augmenter et on n'a pas les moyens d'agir. La question du logement d'abord, bah, on l'a dit, hein, on a une petite enveloppe supplémentaire, mais ce n'était pas une petite enveloppe qu'on attendait, c'était une grosse enveloppe. Voilà, donc il aurait fallu multiplier par 4 à minima pour être à la hauteur des enjeux. Et ce n'est pas le cas. Donc je suis inquiète et j'espère néanmoins qu'on arrivera à faire bouger les lignes. En tout cas, on n'abandonne pas, on continuera à faire des propositions au nom de l'association Lutter contre le logement vacant, mais on a besoin d'agir et on a besoin de moyens pour agir et accompagner l'ensemble des acteurs du territoire. D'accord. Merci. Monsieur Desmerson, du côté des propriétaires immobiliers, comment on prend les annonces d'hier? Écoutez, ma voisine a déjà bien décrit la situation. C'est vrai que nous, à l'UNPI, on est réservés et inquiets aussi. Donc je pense que tous les acteurs de l'immobilier aujourd'hui sont inquiets. Pour ne pas être inquiets, je pense qu'il faudra avoir des problèmes de vue. Le problème, c'est que pour les propriétaires privés, l'équation se complique. Aujourd'hui, nous, ce qu'on attendait déjà, c'était de la sérénité, essayer de calmer les craintes, de calmer les angoisses. Et ce qu'on voit en réalité, c'est que c'est une multiplication de contraintes, une multiplication de normes et une multiplication de fiscalité. Donc à partir de là, aucun signal, j'allais dire peut-être si on peut dire un rayon de soleil. J'en parlais tout à l'heure dans la salle, c'est l'effet Survisal, mais l'effet Survisal, c'est quelque chose de bien, puisqu'on parlait de précarité, de gens qui ont besoin d'être logés. Je pense que c'est un bon dispositif. C'est peut-être le seul point où je vois un petit peu de bon sens et d'un côté de terrain qui est bien. Moi, je rappellerai que quand j'ai été élu président national de l'UNPI, j'ai tout de suite signé une convention avec Visal parce que je crois beaucoup à ce dispositif et je pense qu'être propriétaire, c'est être propriétaire engagé, agir pour les autres aussi. Mais à côté de ça, il n'en demeure pas moins que je pense qu'on va directement vers une révolution sociétale majeure. Pourquoi une révolution sociétale majeure? Pour deux choses. Pour les propriétaires occupants déjà, je pense que même, y compris les classes moyennes, ne vont plus pouvoir payer et rester avec l'explosion des charges et l'explosion des impôts fonciers. On sait que les gens ne pourront plus rester chez eux. Je peux vous donner un exemple. Je suis président national de l'UNPI, mais à côté de ça, j'étais aussi jusqu'à il y a peu président de l'Auvergne, de l'UNPI Auvergne. Et on a fait, ça s'était jamais fait avant, il y avait une demande là-dessus, c'était sur les viagers. On a fait un premier atelier sur les viagers, il y a 50 places. Les 50 places étaient réservées. Ça m'a surpris. Ma directrice a fait un deuxième atelier, 50 places de nouveau, prise d'assaut, toutes les places étaient prises. Donc là, ça m'a interpellé, j'ai été voir ce qui se passait. Et j'ai vu, j'allais dire, 45 veuves et puis quelques hommes. C'était beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est des gens c'est des femmes qui avaient élevé 2 enfants, voire 3 enfants. Donc si vous avez élevé 3 enfants, ben, vous avez 4 chambres. Et si vous avez élevé 2 enfants, vous avez 3 chambres. Donc c'est des gens qui ont des appartements qui sont quand même assez grands, des veuves qui ont des appartements qui sont assez grands, ou des maisons qui sont assez grandes. Et ben tout simplement, c'est des femmes qui ne pouvaient plus payer leurs impôts et plus payer leurs charges. Donc ça, quand on voit ça, c'est vrai que ça interpelle. Et moi, j'écoutais les discussions et je ressentais les angoisses. Et c'est des gens qui vont plus pouvoir payer, qui vont être obligés de vendre ou de retourner s'ils ont une résidence secondaire. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que cette histoire d'impôt foncier qui explose, c'est les classes moyennes directement, c'est les Français moyens, ce n'est pas des milliardaires qui sont touchés. Et ce qu'on voit, c'est que c'est des gens qui ne vont plus pouvoir rester chez eux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est encore pire s'ils ont une résidence secondaire, puisqu'ils vont avoir un cumul de la fiscalité, puisque sur la résidence secondaire, ils vont avoir la taxe d'habitation qui explose, la taxe foncière qui explose, et sur leurs biens, ils vont avoir la taxe foncière qui explose. Bon, ben c'est des gens, ils ne peuvent plus vendre. Et paradoxalement, moi, je ne m'attendais pas à ça, c'est des gens qui ont des enfants et qui n'osent pas leur dire. Parce que c'est des gens qui sont âgés, qui ont toujours payé leurs charges, qui n'ont jamais eu de soucis. Et aujourd'hui, ben, ils se retrouvent devant un problème. Et ben, le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus payer, qu'ils ne pourront plus rester chez eux. Alors j'écoute le débat, oui, il y a besoin de logements, ils ont qu'à aller dans des logements plus petits, etc. Mais en réalité, là, c'est déjà un début de la révolution sociétale, parce que ça veut dire que c'est des gens qui ne pourront pas rester chez eux, où ils ont élevé leur famille, où ils ont élevé leurs enfants. Ils ne pourront plus recevoir leurs enfants, ils ne pourront plus recevoir leurs petits-enfants. Et je pense que la société, je ne sais pas, mais je trouve aussi que c'est très violent. Alors, à côté de ça, donc ça, c'était pour les propriétaires occupants. Et pour les propriétaires bailleurs, j'allais dire malheureusement que c'est encore pire. Parce que pour les propriétaires bailleurs, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur une grande partie du territoire, on voit du rendement négatif qui apparaît.
Moi, je peux vous le dire tranquillement, je suis en train de faire le tour de France des assemblées générales, un petit peu partout en France, et j'écoute parler de logements vacants, mais pas dans le même terme que ce que j'écoutais avec ma voisine de Strasbourg. Je vois des gens où il y a beaucoup d'appartements qui sont vides, beaucoup de maisons qui sont vides, qui sont taxés, puisqu'il y a quand même une taxe dans beaucoup d'endroits sur les logements vacants, même sur la vacance locative subie. Et à côté de ça aussi, je vois des gens qui n'ont plus les rendements à côté, qui rentrent dans du rendement négatif, toujours aussi avec l'histoire de l'explosion de la taxe foncière. Parce que la taxe foncière, il ne faut quand même pas oublier que si on regarde sur 10 ans, l'immobilier, c'est le temps long. Sur 10 ans, la taxe foncière, c'est 3 fois l'augmentation. C'est 3 fois l'inflation, j'allais dire, et c'est 3 fois l'augmentation des loyers. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? Un bailleur privé, il a déjà 17,2% de CSG-RDS sur ses recettes, et puis après, il a ses impôts fonciers qui pèsent de plus en plus. Et à côté de ça, maintenant, tout le monde est d'accord sur la transition énergétique et les travaux à faire. Mais après, si on est dans une copropriété, je pense qu'on en reparlera, et bien là, on arrive dans du compliqué. Et c'est compliqué pour nos amis syndics aussi. Pourquoi c'est compliqué pour eux? Parce qu'ils savent très bien déjà qu'il y a des retards de charges. Ils savent très bien qu'il y a des personnes âgées, des primo-accédants qui ont du mal à pouvoir payer pour payer les factures qui arrivent. Donc, ils savent très bien quand les travaux vont être votés, qui sont certes indispensables, tout le monde en convient, mais ils savent qu'il va y avoir de la casse et qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir rester chez eux. Et puis, à côté de ça, après, qu'est-ce qu'on fait avec ces bailleurs? J'attire quand même l'attention, et j'ai longuement attiré l'attention du législateur là-dessus, et d'Olivier Klein en particulier, mais avant d'Emmanuel Vargon, c'est que le calendrier qui nous a été proposé, nous à l'UNPI, depuis 130 ans, on est là pour conseiller les propriétaires. Donc nous, on a dit, OK, pourquoi pas un DPE, pourquoi pas, opposable, pourquoi pas, mais il faut que ça soit indiscutable. Quand on fabrique un outil qui va fermer des millions de logements, et je pèse mes mots quand je dis des millions de logements, il faut qu'il soit indiscutable. Et le problème, c'est que ce DPE, il n'est pas indiscutable. Nous, on avait alerté en son temps. J'avais directement alerté, tout comme nos amis de l'UNIS, tout comme nos amis de la FNAIM, tout comme nos amis de Pluriance. On avait pointé du doigt de graves dysfonctionnements sur ce DPE. Il a fallu du temps. Le DPE a été suspendu. Il a été amélioré à la marge. J'allais dire malheureusement seulement, il a été amélioré à la marge, puisque dès la reprise, on a quand même vu de graves dysfonctionnements subsister, notamment sur les petites surfaces, puisque sur les petites surfaces, je pense qu'on peut se donner rendez-vous rapidement, puisque je veux voir attentivement ce qui va se passer à la rentrée de septembre. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que tous les petits appartements, un petit appartement qui fait moins de 25-30 mètres carrés, on peut le dire tranquillement, c'est des appartements qui vont fermer. C'est des appartements, on était au Sénat, on a fait une présentation il y a 10 jours, photographique cette fois-ci, parce qu'avec des photos, ça parle, hein. On a fait une présentation, un petit F2 qui était à Gap. Il a été intégralement rénové avec ce qu'on fait de mieux en matériaux et en qualitatif, avec des artisans. Vraiment un beau travail. Le petit F2, il est ressorti en F1. Alors après, on peut tout m'expliquer, la production d'eau chaude, on va revoir. Le problème, c'est que tous ces petits détails pratico-pratiques, c'est au futur qu'on va les revoir. Mais l'interdiction, c'est au présent. Donc on est inquiet. Alors, vous avez parlé fiscalité, vous avez parlé réglementation, on aura le temps d'y revenir. J'accueille Denis Génito, merci d'avoir pu nous rejoindre. Vous êtes président adjoint de l'UNIS, en charge de la gestion locative. Et la première question, était, qu'est-ce que vous retenez des annonces d'hier soir, évidemment en lien avec le CNR Logement? Tout d'abord, désolé pour le retard. Écoutez, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Déjà, la colère des professionnels a été largement relayée et commentée. On a l'impression que le gouvernement cherche à privilégier fortement le logement social et la location intermédiaire par le biais des institutionnels, mais en ce qui concerne le parc locatif privé, on ne voit rien venir. Aujourd'hui, les bailleurs privés, ils sont confrontés à trois problèmes graves et concrets. Ce sont le coût de la rénovation énergétique. C'est une fiscalité qui est confiscatoire, on l'a dit, et il suffit de faire les calculs. 45% de taux d'imposition marginale, plus 17,2% de CSG, plus l'IFI qui peut représenter un tiers du loyer, on arrive à zéro. Donc ça, c'est la fiscalité. Et puis, on a également une réglementation qui est de plus en plus compliquée et draconienne et qui, toujours aux dépens du bailleur privé, le permis de louer, le gel de l'IRL, l'encadrement des loyers, les difficultés d'expulsion. Donc voilà trois problèmes graves. Alors,
que nous annonce le gouvernement là-dessus? Il veut revoir la fiscalité sur la location meublée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a un déséquilibre entre les deux régimes, mais est-ce que pour autant on va aider la fiscalité de la location nue? Ça, je crains que non. Je crains que non. Et en fait, pour une raison qui est évoquée dans le rapport du CNR, c'est qu'on nous dit que 50% du parc locatif privé est entre les mains de 3,5% des ménages. Et apporter de l'aide aux privilégiés, c'est quelque chose qui, dans le régime actuel, est absolument inenvisageable, impossible, immoral. Donc ces gens-là, il faut se faire une raison. Le parc locatif privé ne sera pas aidé. Et pour autant, il est confronté à un coût de rénovation énergétique. MaPrimeRénov', on nous dit qu'on va étendre, qu'on va recruter 3000 conseillers MaPrimeRénov', mais ces gens-là, est-ce qu'ils vont aider les entreprises du bâtiment à recruter, à trouver de la main-d'œuvre? Je crains que non. Pour autant, ils seront un poids important sur le budget de l'État. Et de toutes les manières, les bailleurs privés, dès lors qu'ils ont quelques logements, ne reçoivent pas d'aide de MaPrimeRénov', et surtout s'ils dépassent un certain seuil de revenus. Donc voilà, le constat sur les annonces du CNR pour le parc locatif privé, elles ne sont pas positives. Donc vous vous attendez à une augmentation de la vacance sur le parc locatif aujourd'hui? Alors, parlons-en de la vacance. La vacance, que nous dit l'INSEE? La vacance, elle s'établit à, je crois, 8,3% au niveau national et 6,9% à Paris. En fait, elle a baissé, le progression du taux de vacances a baissé depuis 2016, ils étaient fortement accrus, puis il a baissé à partir de 2016. Et après, il y a la vacance occasionnelle et la vacance longue durée. L'atelier d'urbanisme parisien a fait une étude là-dessus, dont il ressort que le taux de vacances de location longue durée est de 1,2%. Donc je ne crois pas qu'on ait vraiment à s'alarmer là-dessus. Quant à la vacance occasionnelle, ben oui, elle résulte de... Quand on a reçu un congé, il y a le temps d'évaluer les travaux à faire, de faire les travaux, de remettre en location. Il y a les successions qui génèrent un délai d'attente avant les règlements. Donc il y a la mobilité géographique, le fait qu'on garde un appartement libre pour loger un étudiant qui va aller faire des études dans 1 an ou 2 ans. Et là, on a un régime sur les baux qui est très, très contraint. Donc vous ne pouvez pas mettre en location un appartement pour 4 mois, le temps de récupérer pour le fils. Et puis, je ne vous parle pas de l'expulsion éventuelle à faire si le locataire est mauvais payeur. Donc je crois qu'il faut relativiser la question de la vacance. D'accord. Suzanne Broly, j'imagine que vous avez des réactions. D'une manière générale, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les ressorts de la vacance du côté des collectivités, comment elles voient ça et quels seraient les moyens de la résorber? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on a une crise du logement, mais surtout une crise du logement abordable et décent. Et on dénombre 1,1 million de logements vacants depuis plus de 2 ans en France. Et cette vacance, c'est non seulement dans les territoires tendus, mais aussi dans les territoires détendus. Alors, il est vrai qu'on aura moins de vacances dans les territoires tendus, mais ce n'est pas pour autant... c'est pas parce qu'il y en a moins qu'il faut s'en désintéresser, puisqu'aujourd'hui on doit aussi s'engager à la fois sur une ambition sociale et environnementale et répondre finalement aux questions de vacances. C'est important pour les collectivités puisque ça permet prioritairement de répondre aux besoins en logement qui sont difficiles. Ça permet de ne pas céder à la tentation de l'étalement urbain et de préserver des terres naturelles et des terrains agricoles. Ça permet aussi d'améliorer l'habitat puisque ça peut contribuer à revitaliser les territoires et c'est notamment le cas dans les zones détendues. Et c'est un enjeu de taille puisque ça permet aussi de réhabiliter du parc bâti en luttant contre la vacance énergétique. Donc je dirais que la vacance, je distingue justement cette vacance subie de la vacance assumée, comme cela a été évoqué précédemment. En tout cas, notre objectif, c'est d'accompagner les propriétaires qui subissent une vacance, mais par contre aussi d'avoir des leviers coercitifs pour agir sur une vacance qui est assumée. Pour nous, il n'est pas tolérable d'avoir des logements vacants quand on a des personnes qui sont à la rue. Il n'est pas tolérable de ne pas agir et de toujours encourager d'aller construire toujours plus,
alors qu'on n'est pas capable d'optimiser son patrimoine bâti. Donc que ça soit en territoire détendu ou tendu, il faut agir et ne pas tolérer cette vacance. Et je parle bien d'une vacance structurelle, en tout cas d'une vacance de plus de 2 ans. Et aujourd'hui, le réseau Agir contre le logement vacant, c'est 13 collectivités qui sont déjà engagées, mais qui représentent 10% de la population française. C'est des collectivités qui sont comme le conseil départemental de la Meuse, mais ça peut être aussi la ville d'Ajaccio, celle de Paris, et qui ont finalement des caractéristiques qui sont très différentes, mais qui ont le souhait d'agir pour répondre aux enjeux du territoire. Et plus que jamais, nous avons besoin de territorialiser aussi nos outils pour agir, car c'est bien l'expérience et la connaissance fine du territoire qui permettra d'avoir les leviers les plus adaptés pour accompagner les propriétaires bailleurs et pour faire en sorte d'avoir plus de logements à disposition des habitantes et des habitants. D'accord. Et vous aviez mis des propositions sur la table lors du CNR, lors des discussions? Alors, on avait en fait déjà envoyé des propositions, notamment des leviers pour agir sur le foncier, au moment de la commission Rebsamen. Oui. On a bien entendu renouvelé nos propositions pour le CNR et on a aussi fait des courriers au ministre de façon justement à toujours être force de proposition, notamment aussi sur le loc avantage, puisque enfin, voilà, l'objectif c'est bien d'avoir des outils fiscaux et des outils qui arrivent, qui permettent aux propriétaires bailleurs d'avoir des leviers et qui soient incitatifs, parce qu'aujourd'hui, avant, avec le dispositif qu'on avait avec COS, c'était un dispositif qui était attractif et donc on arrivait à avoir des logements privés qui intègrent le parc bâti public. Et derrière, c'était des propriétaires qui avaient des aides et qui, du coup, acceptaient de faire du conventionnement social. Aujourd'hui, on n'arrive plus à les convaincre. On n'a pas les outils fiscaux pour pouvoir le faire. Les outils fiscaux sont bien plus intéressants pour faire du meublé touristique de courte durée. Sauf que le meublé touristique de courte durée ou les résidences secondaires, c'est autant de logements qui ne sont pas à la disposition des personnes qui en ont besoin immédiatement. D'accord. Alors sur la fiscalité justement, est-ce qu'on peut... Ce qu'on pourrait ajouter sur la fiscalité, c'est qu'il faudrait quand même, on a quand même besoin avant tout de pragmatisme. J'écoutais accompagner les propriétaires. Ok, accompagner les propriétaires bailleurs. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a la taxe sur les logements vacants, ok, mais il y a 2 taxes en réalité. Il y a la taxe sur les logements vacants dans les zones détendues et la taxe sur les logements vacants dans les zones tendues. Sur les zones tendues, j'écoute, à la limite, j'écoute, bien que je sois plus que prudent parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On est aussi un petit peu sur une fable avec cette histoire de logement vacant. Comme l'a dit mon voisin, moi je rencontre tous les jours des bailleurs. Personnellement, je n'en ai jamais rencontré qui disent « Ah ben tiens, j'ai un logement, là c'est chouette, hein. Je vais le laisser fermer. » Ça c'est drôlement bien. Hein. Je vais payer les charges et puis je vais le laisser fermer, je vais le regarder pourrir et puis il va être squatté. Donc ça c'est une fable. Ce qu'on sait par contre, c'est exactement, en parlant en pratico-pratique, c'est des gens par exemple qui ont une famille. Il y a un enfant qui va venir, il y a un neveu qui va venir, etc. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas partir sur un bail. Et donc, ils font attention. Et donc, si c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Et effectivement, les problèmes de succession, tout le monde le sait. Il y a plusieurs enfants. On vient voir le bien. On le fait estimer. Il y a des discussions. Ça peut mettre 3 mois. Ça peut mettre 6 mois. Qui dans sa famille, dans l'Assemblée ici, n'a pas vécu ça? On sait très bien qu'il y a des discussions. Il y a le choc d'un décès. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que l'appartement il est remis en location en indivision ou qu'il est donné qu'il est mis à la vente. Ça, c'est pas vrai. Donc, à côté de ça aussi, quand on regarde sur le détendu cette fois-ci, je pense qu'ils ne sont pas vraiment aidés, les propriétaires bailleurs, parce que le législateur, il n'oublie quand même pas toujours de le taxer, puisqu'il ne faut pas oublier que la taxe sur les logements en zone détendue, la THLV, elle existe. Donc là, c'est la double peine, puisque le gars, il a un appartement, il le met aux normes, il fait des efforts, il ne trouve pas de locataire. Il trouve pas de locataire. Eh bien, on lui dit, monsieur, vous n'avez pas trouvé de locataire, regardez, nous, on va vous mettre une petite taxe en plus. Et puis en plus, vous regarderez attentivement, le BOFIP, il n'est pas clair sur cette THLV, puisque normalement, ce n'est pas écrit noir sur blanc qu'on peut la déduire et qu'on peut la passer en frais. Donc tout ça, c'est des signaux. Le propriétaire bailleur aujourd'hui, il a besoin de quoi? Il a besoin d'une stabilité législative et fiscale. Il n'a pas besoin spécialement d'aide. On peut parler des aides, mais c'est encore un autre sujet. Il a besoin d'une stabilité législative et fiscale. Il a besoin d'être rassuré. Et j'allais dire, malheureusement, ce n'est pas le chemin qu'on prend. Alors après, les aides, on peut nous parler d'aides. Les aides, ok.
Mais regardons quand même le calendrier. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une pénurie de matériaux. Il y a une pénurie de matériaux et il y a une pénurie de main-d'œuvre. On l'avait déjà dit, nous à l'UNPI, on l'avait déjà dit avant la guerre en Ukraine. On l'avait dit puisqu'il y avait eu le Covid en Chine. On voyait déjà qu'il y avait des ruptures de livraison de matériaux. On voyait que les filières n'étaient pas au point. On voyait qu'il y avait des problèmes avec les artisans. Il y a quelqu'un qui venait, je me rappelle, j'avais vu un problème de résine. Les carreleurs ne pourraient pas finir la résidence parce qu'il n'y avait pas de résine pour les douches. Oui, mais quand il n'y a pas de résine pour les douches et pour mettre le carrelage, eh ben derrière le peintre, il ne peut pas passer, derrière le menuisier, il ne peut pas passer. Puis en cascade, c'est tout le monde qui prend du retard. Si on pense sur les radiateurs électriques, c'est pareil. Les microprocesseurs, il n'y en a pas. Il y a du retard sur la domotique, il y a du retard, les stores, les volets roulants, etc. Et ça, le calendrier ultra contraint qu'on nous a soumis, on peut en parler du calendrier. Hein. Le calendrier, de toute façon, tout le monde sait que ça ne sera pas atteint. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne technique de mettre le pistolet sur la tente des propriétaires bailleurs, de dire, ben voilà, on ferme, ben d'accord, on a fermé les G+, on les a fermés, les petites surfaces, on les a fermées, bien on va fermer maintenant, on va continuer, ben fermons. Je veux dire, le propriétaire, moi je suis Clermontois. Quand je viens à Clermont, je passe par Vichy. Vous regarderez sur Google, c'est marrant, vous regarderez sur Google, vous verrez la ville de Vichy, vue de haut, on voit quoi? On voit la ville, elle est moitié rouge et moitié bleue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un orage de grêle l'année dernière, il y a 1 an précisément, et aujourd'hui, alors qu'il y a des usines de tuiles pas loin, aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de tuiles, et il n'y a pas les couvreurs pour les mettre sur les toits. Alors après, on peut nous dire, il faut faire vite, ça doit être fait demain, ça doit être fait au 1er janvier, ça doit être... Ok, ben allons-y, il n'y a pas les matériaux, vous me ferez voir comment on fait. Je veux dire, moi je ne suis pas Gérard Majax, les propriétaires bailleurs non plus, mais après on peut rester dans l'incantatoire. Alors, Monsieur Génito, sur la fiscalité. Ben d'abord, sur le calendrier, il est clair que ce calendrier, il va provoquer de la vacance et il va retirer des biens du parc locatif. Il va retirer de la vacance parce qu'il faudra du temps pour faire les travaux, il faudra du temps pour mettre aux normes, il faudra du temps pour financer. Donc c'est des biens qui, pendant ce temps-là, ne seront pas loués. Et puis certains bailleurs, on en voit beaucoup, des petits bailleurs privés qui en ont marre, quoi, qui se disent, bon, bah, et ça suffit, je vends. Alors, certes, la baisse des prix, elle est attendue. Donc cette mise sur le marché de gros volumes de biens, la baisse des prix va finir par arriver, mais ça ne sera pas forcément des achats par des... Ça va être retiré du parc locatif, ça sera souvent des primo-accédants qui vont acheter, pour peu qu'ils soient aidés. Votre question, c'était... Sur la fiscalité. Sur la fiscalité, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, elle est trop forte. Je comprends ce besoin dans des zones touristiques, dans des zones tendues. C'est vrai que le parc de logements courte durée a pris des proportions importantes. C'est vrai que ce sont des biens qui, du coup, sortent de la location nue. Et on peut se demander pourquoi ce régime de fiscalité il est favorisé par rapport à des loueurs en location nue. Mais pour autant, est-ce qu'il faut sanctionner les uns et ne pas favoriser les autres, ou mettre tout le monde sur un pied d'égalité, qui serait peut-être, finalement, nous c'est ce qu'on réclame depuis longtemps, c'est ce statut du bailleur privé avec la possibilité d'amortir le bien, mais plutôt que de retirer cet amortissement aux loueurs en meublé, eh bien l'accorder aux loueurs en location nue qui seraient sur un pied d'égalité et qui seraient motivés pour la mise en location de leurs biens. Et ça restreindrait l'éventuelle vacance volontaire délibérée. Madame Broglie, si vous souhaitez conclure, peut-être. Alors c'était juste pour rappeler en fait ce besoin d'agir, et effectivement la rénovation énergétique, les bailleurs sociaux, ça fait plus d'une décennie qu'ils sont engagés, qu'ils ont engagé les travaux, ce qui est un investissement important pour les bailleurs sociaux parce qu'ils les prennent aussi sur leurs fonds propres, et derrière ils ne vont pas augmenter les loyers des personnes qui résident chez eux. Donc c'est vraiment un investissement important, en sachant que en même temps, terme cher actuellement, ils doivent aussi construire des nouveaux logements. Finalement, aujourd'hui, on a cette rénovation énergétique qui s'impose aux bailleurs privés. Mais ce n'est pas une nouveauté, et l'urgence climatique, on ne la découvre pas aujourd'hui. Quand on a un locataire qui n'est plus en capacité de payer ses charges, il n'est pas non plus en capacité de payer son loyer. Et vous l'avez dit, c'est aussi difficile d'avoir des locataires qui ne payent ni leur loyer ni leurs charges, parce que derrière, il y a la solution de l'expulsion. Encore faut-il que vous puissiez l'expulser.
Et après, qu'est-ce qui se passe? Cette personne est dehors. Mais quoi qu'il arrive, nous en avons la responsabilité collective, puisqu'il n'est pas question d'avoir une augmentation du sans-abrisme. Or, aujourd'hui, on a une augmentation du sans-abrisme. On a d'autant plus de difficultés de ces personnes qui sont, on va dire, mal logées parce qu'elles sont face à une précarité énergétique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la nécessité de rénover le parc public comme privé n'est plus négociable. On doit le faire. Après, j'entends les difficultés en termes de matériaux, de réforme aussi, de la formation et des personnes qui vont pouvoir réaliser ces travaux. Donc clairement, on a besoin d'accélérer ce process et de soutenir ces filières qui vont pouvoir permettre de mettre en application finalement nos objectifs qui sont essentiels, à la fois de lutter contre le mal logement et de s'adapter aux enjeux climatiques qui sont, de mon point de vue, non négociables. Donc je pense que, pour dire le mot de la fin et pour reprendre des termes qui sont à la mode, aujourd'hui on a clairement un parc abordable qui se réduit. On a une contrition du parc abordable qui n'est pas acceptable et qui obère notre avenir. Donc il faut agir et faire en sorte de donner à la fois la capacité aux bailleurs privés comme publics de garantir des logements qui soient qualitatifs et surtout pour le plus grand nombre. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre de ne pas considérer ces besoins aussi en milieu diffus, parce que toutes les collectivités sont concernées, tous les propriétaires bailleurs sont concernés, et nous devons les accompagner avec bâton ou carotte, mais quoi qu'il arrive, il va bien falloir changer, et je pense que ça, c'est non négociable. Merci beaucoup à tous les trois.